Bienvenue sur Micro Impact, le podcast qui met en avant des personnes et des parcours inspirants et des conversations impactantes. Et c'est ça qui m'a surpris en fait. D'accord. Je me suis dit comment ça se fait que 8 ans après, Oui, en fait, les gens aient toujours la même mentalité et que le résultat de l'enquête est la même, c'est-à-dire que les gens ont peur de voyager en Afrique. Et je me suis dit mais pourquoi ? Je me suis dit je vais profiter de mon stage pour valider mon diplôme pour aller en fait dans un pays africain où le tourisme fonctionne bien pour voir comment ils font et calquer en fait ce schéma-là à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ma conversation avec Ril, une entrepreneuse amoureuse de l'Afrique qui n'a peur de rien. Un jour, elle décide de partir avec sa famille. Elle quitte tout, son boulot et sa vie en France pour créer le projet de sa vie. Elle fonde Timuntu Travel, une agence de voyage qui propose à la diaspora africaine de reconnecter avec le continent africain de façon éthique, solidaire et responsable. Dans cette conversation, enregistrée à Johannesburg, elle me parle de son parcours, de toutes ses prises de risques, de sa vision du tourisme, de son rapport à l'Afrique et des challenges de l'entrepreneuriat. Moi, je suis Ril Takoré. Je suis la fondatrice de Timuntu Travel, qui est une agence de voyage qui reconnecte les Afro-descendants à l'Afrique. Donc, je suis aussi mariée depuis plus de 22 ans et je suis maman de 4 enfants. Et donc, tu vis à Johannesburg ? Exactement. Tu as grandi en France. Dis-nous un peu, parle-nous de ton parcours. Oui. Je suis née en France. J'ai grandi en France. Mes parents sont congolais de Brazzaville. Et puis voilà. En fait, j'ai fait mes études. J'ai fait un BTS tourisme. Et ensuite, j'ai travaillé dans le tourisme un petit peu, au sein d'une agence de voyage, au sein d'un tour opérateur, d'une agence réceptive. Voilà, j'ai fait un peu le tour, croisiériste, etc. Donc, tu as toujours été dans le monde, dans l'univers du tourisme. Ça t'a toujours... Non, pas du tout. Ok. J'y suis restée pendant 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Donc, voilà, congé maternité, etc. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise qui s'appelle Dyson. Ok. Donc, rien à voir. Aspirateur. Ouais. Voilà, tout le monde me dit. J'adore cette marque. Mais c'est une belle marque, il faut le dire, parce que c'est clairement les meilleurs aspirateurs. Enfin, c'est une très très belle marque. Moi, je travaillais pas pour les aspirateurs. Parce que quand je dis Dyson, tout le monde dit les aspirateurs. Non, mais non, il y a pas de souci. Moi, je travaillais au département B2B, donc pour les sèche-mains. Ok. Les Dyson Airblade. Oui. Mais c'est vrai, c'est une très très belle marque parce que leurs produits sont vraiment de qualité et c'est ce qui m'a attiré en fait pour travailler chez eux, clairement. D'accord. Parce que vu que c'était pas dans le tourisme, je me suis dit qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, les aspirateurs, le sèche-mains et tout ça. Et finalement, je suis quand même restée 6 ans et demi dans cette boîte. Okay. Donc, mais c'est une boîte anglophone à la base et donc vraiment, si tu travailles bien, tu montres que t'en veux, on te laisse évoluer. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié au sein de cette entreprise-là. J'ai énormément appris. J'ai vraiment grandi au sein de cette entreprise et c'est ce qui m'a, je pense, boosté pour créer mon entreprise. D'accord. Ouais, Okay. clairement. Et donc, 6 ans après, tu décides de démissionner ? Oui. Alors, qu'est-ce qui te fait prendre tes décisions ? Alors, ça s'est pris vraiment petit à petit. Je pense avant même de rentrer dans cette entreprise-là, j'avais déjà eu une mauvaise expérience en fait dans une agence de voyage avec une patronne très hystérique et du coup, je me disais mais vraiment elle traitait très mal ses employés et je me disais voilà, j'aimerais bien moi aussi avoir une agence de voyage. J'aimais bien ce que je faisais. Le travail, j'aimais bien, ma manager était top donc franchement, ce que je faisais, j'aimais beaucoup et du coup, je me voyais bien créer ma propre agence de voyage mais je me disais Ça t'a inspiré pour te dire moi j'ai envie de manager aussi. Oui, voilà, manager parce que c'était un très bon manager et vraiment les missions que j'avais autant dans les autres agences, dans les autres postes que j'avais, agences de voyage, tour opérateur, les croisiéristes, c'était des grandes boîtes, genre Costa Croisière, etc. Donc, quand tu rentres dans leur, en plus j'ai commencé par Costa Croisière, donc je suis rentrée au call center, etc. Donc tu rentres au bas de l'échelle, on va dire. Mais après, pour gravir les échelons, c'est quand même un peu plus difficile.
Et c'est vrai que dans cette entreprise-là, bah, à force d'aller dans une boîte, de prendre l'expérience et ainsi de suite, tu arrives à un certain niveau où forcément tu arrives à un certain poste aussi. Et donc là, je suis arrivée à un poste de forfaitiste vendeuse qui était vraiment beaucoup plus intéressant pour moi. Et donc, j'ai pu toucher à tout parce que c'était une petite entreprise. Mais à côté de ça, voilà, la gérante n'était pas gérable. Donc du coup, j'ai quitté cette entreprise, mais c'est vrai que ça m'a quand même inspiré finalement à créer ma propre entreprise. Et Du coup, après, excuse-moi, je te coupe, cette entreprise-là, c'était après Dyson. non, c'était avant. C'était avant. Ouais, Ok, c'était juste d'accord. avant. Ok. Et après, bon voilà, je suis tombée enceinte, donc Oui. congé mater, etc. Et chez Dyson, bah tout se passait bien. Donc pareil, petit à petit, je gravissais Ouais. les échelons. Et mais du coup, j'étais bien, mais j'étais pas dans le tourisme. Donc, il manquait quelque chose, il me manquait ouais. quelque chose en fait. Et donc, au bout d'un certain temps, j'y suis rentrée en 2009. Bah déjà en 2009 en fait, déjà la même année. En fait, j'avais déjà un projet, pardon, avant même de rentrer chez Dyson. J'avais déjà en fait ce projet d'aller créer un gîte touristique en Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Sauf que bah ça demande de l'argent. Et pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que c'est le pays d'origine de mon pays. Et mais c'était pas forcément la Côte d'Ivoire. Mon but en fait, c'était de développer le tourisme dans les pays francophones qui n'étaient pas touristiques. Ok. Et donc, d'Afrique, du coup. Les pays francophones d'Afrique. d'Afrique, oui, Ouais. mais pas touristiques. Donc du coup, j'avais squeezé le Sénégal. Donc pour moi, et j'étais partie, bah le Congo, pourquoi pas, parce que c'est mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays d'origine de mon mari. Et il y avait le Togo et je sais plus quel autre pays. Mais après, du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe, etc. Sauf qu'il fallait de l'argent. Donc, quand on m'a proposé de rentrer chez Dyson, bah je suis rentrée. C'était un CDD au départ en plus. Donc, je suis rentrée en CDD. 3 mois après, ça s'est vite transformé en CDI. Oui, ça, ouais. Mais c'était une très très belle opportunité que j'ai saisie en fait, et j'ai fait qui tout double en fait. C'était vraiment ça. C'était soit ils me prennent avec mes conditions en CDI parce que sinon, bah tant pis, je m'en vais. Soit ils me prennent et je prends ce que j'ai à prendre avec mes conditions. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai donné tout ce que j'avais. Et en fait, ils pouvaient pas me lâcher quoi. Ouais, Donc du coup, je suis restée dans de très bonnes conditions. Et c'est ce qui nous a permis en fait d'économiser. Bien sûr, ouais, Et en ouais. 2010, on est parti en Côte d'Ivoire. Ok. J'avais mon business plan, tout était prévu, etc. Et j'avais commencé à prendre quelques contacts. Et puis mon mari a sa famille là-bas, donc D'accord. forcément, on avait un peu prévenu les gens en disant oui, ma femme elle veut créer ici, il faudra l'aider, etc. Et quand on est parti, bah voilà, on a visité un petit peu le pays, Abidjan, la Côte d'Ivoire. Mais il y a un mais forcément. En 2010, on trouve le terrain vers Assigny à l'époque. Ouais. Et mon mari me dit, mais attends, on va pas acheter le terrain tout de suite parce qu'il va y avoir les élections. On va attendre de voir ce qui se passe. Si ça se passe bien, ben, on revient, on achète le terrain. Et puis, bah, si ça se passe 2010. pas bien, on verra quoi. Et Bah, après, ça a pété. voilà. C'est ce que j'allais dire. Ok, donc vous avez bien fait d'attendre en fait. Enfin, Ouais, bah, en fait, on a bien fait d'attendre déjà. Dieu merci, j'ai écouté mon mari, hein, la voix de la raison. Et donc du coup on est rentré en France. Après c'était vraiment le chaos pour moi en fait. J'étais vraiment dépitée parce que je me disais j'ai mis des mois, des années à travailler sur ce projet. J'étais trop c'est un peu ton motivée. bébé, quoi. Bah c'est ça en fait. Ouais. À l'époque j'avais mes 2 filles donc c'était mon 3e bébé. Et ouais j'ai été très 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 déçue. Et en fait je me disais mais qu'est-ce que je vais faire en fait. Donc c'est vrai que j'avais mon travail à côté qui était bien. Mais je savais que c'était pas ça que j'avais envie de faire en fait. Et bon après on continue la vie etc. De 2010 c'est quand même uniquement en 2015 que je me dis non c'est bon en fait là j'ai fait le tour. Oui. Après il y a eu aussi beaucoup de changements à l'intérieur de l'entreprise, des mutations etc. des licenciements économiques et tout. Et là je me dis non c'est bon moi c'est plus ma place. Donc je commence à postuler, je postule pour des postes de responsable etc. dans le tourisme. Et en fait, je vais de refus en refus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quand même moi qui postule, j'ai le background et tout ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on me prend pas? Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un recruteur, en fait, qui accepte de me donner un retour et qui m'avait dit en toute transparence, bah, ton CV, il est top. Mais ça fait tellement longtemps que t'es sorti du tourisme. Ouais. Le tourisme a tellement évolué en 6 ans qu'en fait, si tu reviens dans l'industrie, c'est soit tu recommences au bas de l'échelle, soit tu vas te former, en fait, pour vraiment avoir une équivalence par rapport à ce que tu as fait. Et là, je me suis remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Repartir au bas de l'échelle? Ah non, hors des questions. Et j'ai préféré aller me reformer.
Et du coup, je suis partie avec mes 3 enfants, parce qu'entre-temps, j'ai eu un fils. Avec mes 3 enfants, on est parti dans l'une des écoles les plus connues, en fait, dans le milieu professionnel d'un point de vue du tourisme. D'accord. Je vais pas citer son nom. En France? Mais ouais, en France, voilà, j'allais dire à l'Escaët. Elle s'appelle l'Escaët. Elle est basée à Aix-en-Provence. D'accord, ok. Et du coup, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, vous déménagez avec toute ta famille, vous déménagez? Non. Ok, non. Non. Mon mari reste dans la maison, parce qu'on a Ok. une maison, du coup, dans les Yvelines. Et au Mureau. Ok, ok. Et bah moi, je pars avec mes 3 enfants. Et lui, il reste au Mureau. Et nous, on descend. Ok. Voilà. Mon fils passait en maternelle, ma fille en CP et la grande en 6e. Donc, c'était vraiment que des gaps, quoi. Ouais. Et non, on est parti à l'aventure pendant 1 an. Voilà, je suis partie me reformer, donc c'était toute une organisation, etc. Mais c'était une super belle aventure. On a beaucoup aimé la ville d'Aix-en-Provence. Et en fait, pendant cette année-là, on était quand même une promo, je crois, d'une 50aine d'élèves, 53, je crois. Ok. C'était la première fois qu'ils avaient autant d'élèves. Et on était 11 en reconversion. Donc, j'étais même pas la plus âgée à l'époque. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'était... Et du coup, c'était super enrichissant pour moi parce que j'avais des personnes qui étaient plus âgées aussi. Au début, j'avais peur parce que je me disais, oh là, je vais repartir à l'école avec des jeunes de 20 ans. Moi, avec mes 3 gosses, là, et tout, c'est pas pareil. Puis finalement, bah, déjà de 1, même les jeunes, en fait, ils étaient très ouverts. Et puis les personnes en reconversion, bah voilà, en fait, on s'est fait tout un petit crew et on avait tous notre expérience, etc. Oui, chacun avait à sa portée. Exactement. Ouais, ça devait être enrichissant. Ah, c'était vraiment le mot. Et du coup, chacun avait ses projets, en fait. Et donc, moi, j'avais mon projet pour la Côte d'Ivoire. Donc, parfois, au niveau des cours, on avait des projets où on pouvait travailler sur différentes thématiques, des choses comme ça. Et à chaque fois, les gens disaient, ah, bah, tiens, on va travailler sur ton projet, la Côte d'Ivoire, ton gîte, etc. Créer un site internet. Ah, bah, on fait sur ton projet. Faire un événement. Bah, on fait autour de ton truc et tout. Donc, ils étaient vraiment très bienveillants, très sympas. C'était vraiment une super belle promo. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion de refaire du coup lors d'un des cours, je sais plus lequel, une étude de marché. Et donc on a refait l'étude de marché que j'avais faite en 2008. Ok. Ouais, donc du coup, ça avait dû être, ça, c'était complètement différent maintenant l'étude. Ouais. Non, même... mais justement. Et c'est ça qui m'a surpris en fait. D'accord. Je me suis dit comment ça se fait que 8 ans après, oui, en fait, les gens aient toujours la même mentalité. Et que le résultat de l'enquête est la même, c'est-à-dire que les gens ont peur de voyager en Afrique. Et je me suis dit, mais pourquoi? Je me suis vraiment assise et je me suis dit, mais pourquoi les gens, après tant d'années passées, le monde a quand même évolué un petit peu en 8 ans, quoi. Les gens ont toujours peur de voyager en Afrique. Et là, je me suis dit, bah, écoute, en fait, il y a un truc à faire, en fait, finalement. Ouais. Mais je me suis dit, je vais profiter de mon stage pour valider mon diplôme, pour aller, en fait, dans un pays africain où le tourisme fonctionne bien, pour voir comment ils font et calquer en fait ce schéma-là à la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai postulé. Alors je voulais un pays anglophone pour perfectionner aussi mon anglais, etc. Donc j'ai postulé au Ghana, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays. Et c'est en Afrique du Sud en fait que ça a matché. Wow. Donc rebelote. On a arrêté, je crois, l'année scolaire début juillet. J'avais fait mes demandes de visa, mais ça s'est fait en même pas 1 mois, tout s'est fait. Hein. On a dû plier bagages. J'ai fait les visas parce que je me rappelle, je les ai envoyés d'Aix-en-Provence à l'ambassade de Paris. Okay, ouais. On a plié bagages. Mon mari, il est venu. On a tout déménagé, vidé la maison. On est remonté en voiture, du coup. Et même pas 3-4 jours après, j'allais à l'ambassade chercher les visas. Wow. 3 visas étudiants pour mes enfants et mon visa volontaire à l'époque pour faire mon stage, là. Mon mari restait encore. C'est fou cette histoire. En fait, c'est ce que j'admire chez toi, c'est cette habilité que tu as à tout recommencer, prendre des risques et à y aller à foncer. Bah, et à laisser ton mari chez toi. Là, en parlant, je me rends compte, je me dis, oh, je suis pas sympa quand même. Le pauvre, il se retrouve tout seul. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est courageux. Ouais, il se retrouve tout seul encore. Et donc on part tous les 4 en Afrique du Sud. Et peut-être 2. Ouais, bah en fait dans ce laps de temps là où je dois partir, c'est là où j'annonce à ma famille, oui, on part en stage en Afrique du Sud et tout. Et là tout le monde me dit. L'Afrique du Sud, mais fais attention, ils brûlent les Noirs là-bas, c'est dangereux, mais pourquoi tu pars avec les enfants? Vas-y toute seule. Ma mère, je garde les enfants, tu t'inquiètes pas, mais vas-y toute seule. Non, mon pied, leur pied, hein, je pars avec eux. Et je commençais à regarder sur YouTube, Afrique du Sud, Johannesburg.
Je voyais des gens qui dansaient des pierres, je voyais des roues brûlées. Je me suis dit, ouais, où est-ce que j'emmène mes enfants? Je dis, on part dans 2 jours. Bon, bah, on va quand même y aller, hein. Ouais. Et en fait, quand on est arrivé, dès le premier jour, je me rappellerai toute ma vie, on s'est posé dans la guest house. On a déposé nos bagages, on est sorti parce qu'on s'est dit on va aller faire le tour pour voir un peu le quartier. On est sorti. À peine on est sorti de la guest house, il y avait un monsieur qui venait en face de nous et il m'a regardé et dit hello sister, how are you? J'étais là, c'est ça qu'on me dit, le pays est dangereux là? Je suis tellement d'accord avec toi. Et moi avec mon anglais bracata là à l'époque, j'étais là fine. Et puis on a continué et tout et en fait, ça a été ça jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ah, et tu te rends compte. Les gens sont super gentils, ils ont un cœur vraiment en or et en fait, en travaillant dans l'agence dans laquelle je travaillais, j'adorais ce que je faisais, c'était top. Après, j'ai vu qu'il y a des choses qui me convenaient pas. Voilà, le fait de recruter une communauté française et francophone au détriment des locaux, mais c'était fait vraiment au détriment des locaux dans leur avantage. Parce que c'était une agence qui était gérée par des étrangers, enfin pas des Sud-Africains. Par des Français. Des Français, d'accord, ok. Ouais. Moi, je pensais que c'était une agence sud-africaine. Sud-africaine, en fait, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ouais. Donc c'était la grosse claque. Je crois que pendant 3 semaines, je ne faisais même que parler français, sauf quand je parle au téléphone et tout ça, mais parce que finalement tout le monde était français. Il y avait énormément de gens du Congo DRC, donc de Congo Kinshasa, donc qui parlaient français. Donc je parlais qu'en français et tout le top management c'était des blancs. Et en fait, le siège est en France à Paris. Et donc, j'ai pas manqué un petit peu de l'essence sud-africaine, un peu dans cette agence-là. Enfin, mais clairement, dans cette agence, j'ai pas pu être vraiment en immersion, en fait, avec les locaux. Hein. Ça, clairement. Jusqu'à ce que ma collègue, du coup, mon binôme démissionne, ma collègue congolaise, et que ma collègue sud-africaine débarque. Et là, ça a été le coup de cœur, quoi. Ça a tout changé. Elle ne parlait qu'anglais, donc j'avais pas le choix, fallait que je parle anglais. Donc, et je lui disais à chaque fois, corrige-moi, quand t'inquiète pas, je prends pas méchamment. Donc, dès que je fais une faute, n'hésite pas. J'étais là avec mon petit cahier, mon stylo, je notais tout ce qu'elle me disait, etc. Et j'ai mon niveau d'anglais, voilà, il est monté en flèche. Et même l'immersion, parce que du coup, elle me parlait du pays, de comment ça fonctionnait, etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu aller vers les autres collègues sud-africaines, parce qu'après, ils sont un peu aussi communautaires. Donc, du coup, si tu fais pas le premier pas, c'est pas forcément eux qui vont faire le premier pas. Mais une fois que tu fais le premier pas de l'entreprise, j'imagine, parce que je trouve qu'à l'extérieur, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je trouve à l'extérieur c'est différent. Ouais. Les gens sont beaucoup plus avenants, c'est facile de connecter. C'est vrai. Et je peux comprendre dans l'entreprise. Chacun reste à sa place, tout ça. Donc voilà. Mais franchement, c'était top. Et forcément de là, moi aussi j'ai voulu connaître l'Afrique du Sud. Je me suis dit, je vais visiter un peu. Mais pour moi, c'était toujours venir m'inspirer pour aller créer chez moi en Côte d'Ivoire, quoi. Donc j'avais pas dans cette idée de rester en Afrique du Sud. Et on a commencé à voyager, enfin à visiter Johannesburg, Soweto, etc. Et là, la visite de Soweto, ça t'a bouleversé, ça t'a ouais. Faudra couper, hein. Non mais je comprends. En vrai, en fait, je cherchais du coup à visiter Soweto, etc. Donc dans le fameux groupe là, je demande vous avez pas un guide à me recommander, etc. Et donc de là on me recommande ce fameux NK. Et donc je prends contact avec lui et donc il vient de nous chercher à la maison, etc. Donc pareil, enfin je parlais un peu mieux anglais, mais c'était toujours pas un anglais fluide et tout. Et puis mes enfants, eux, ils venaient juste d'arriver, donc l'anglais aussi à l'école, mais voilà quoi. Et donc il nous amène faire le tour à Soweto. Et le premier stop, c'était à l'Alliance française. Okay. Et à l'Alliance française, en fait, sur le mur, tu as une photo de... en fait, tu as la même photo que celle d'Hector Peterson qui est sur le mémorial. L'enfant qui a été assassiné par... Hector Peterson. Par la police africaine. C'est ça. Parce que c'était lors d'une protestation. Ouais, c'est ça, lors du 16 juin 1976, pendant la protestation justement des Sud-Africains. Et parce que, juste pour contextualiser pour les auditeurs, parce que en fait, le 16 juin, en fait, les Afrikaners étaient au pouvoir, tout simplement. Ils voulaient imposer la langue afrikaans comme langue obligatoire pour tous les Sud-Africains.
Pour l'enseignement, pour l'enseignement, passer les examens, pour tout. Ouais. Et les Sud-Africains n'étaient pas d'accord. Donc ça concernait essentiellement les étudiants, mais en tout cas ils n'étaient pas d'accord. Et donc ce jour-là, ils se sont dit, bah tiens, on va se réunir et on va tous aller protester pacifiquement, merci, cherchez le mot, pour faire entendre notre mécontentement et notre rejet, parce qu'on n'a pas envie en fait qu'on nous impose cette langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre langue d'origine, et qui allait aussi handicaper les étudiants à l'école, parce que exactement, parce que forcément quand tu parles pas une langue, examen si tu parles pas la langue, exactement, en fait, et finalement cette journée, alors tout a commencé quand même à Johannesburg et Soweto, et ensuite il y a eu des relais dans les autres villes, donc c'était pas uniquement à Johannesburg et à Soweto, mais ça a commencé par là. Et du coup cette fameuse marche qui se voulait pacifique, a tourné au drame. Et justement à Soweto, sur le coin, le corner de Vilakazi Street là, parce que tout simplement les forces armées au pouvoir sont venues et ont commencé à tirer, en fait, tout simplement. On commençait à lancer les chiens, on commençait à tirer sur les étudiants. Hector Peterson est l'un des premiers enfants justement sur lesquels ils ont tiré. Et en fait, je me rappelle pas du nom de ce photographe-là, mais c'est un photographe, je crois qu'il est noir africain et justement qu'il a dû s'exiler après dans un autre pays, qui a pris cette fameuse photo d'Hector Peterson avec l'ami de sa cousine qui le porte dans les bras. Et justement cette photo-là, elle est devant l'Alliance française. Ah d'accord, je savais pas qu'elle. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'était notre premier arrêt. Ok. Et moi, j'arrive dans un nouveau pays, je connais pas l'histoire, je connaissais à peine Nelson Mandela, à peine l'histoire de l'apartheid, et paf, on te met devant cette photo, et paf, on t'explique l'histoire. Mais je me suis mise à pleurer, et j'avais mes 3 enfants qui étaient là, j'étais trop triste, quoi. Et non, c'est bouleversant. Et ça a vraiment chamboulé, ça m'a fait quelque chose, quoi. Et je trouve que au-delà de ça, je trouve que le pays, l'Afrique du Sud, bouleverse. C'est un pays que tu n'en ressors pas indemne. Non mais clairement, c'est vraiment ça. Donc mais je pense que il y a beaucoup de pays pour lesquels chaque pays a ses inconvénients, ses avantages, chaque pays a ses richesses, etc. Et après, je pense que c'est aussi au feeling, ça dépend des gens. Mais je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui restent en Afrique du Sud. En tout cas, si nous, on est restés, c'est parce que j'ai eu ce feeling, en fait. Et comme je dis toujours, et c'était marrant parce que ce que je disais à mes enfants, c'est que la première fois qu'on est arrivé en 2016 ici en Afrique du Sud, en fait, quand on est arrivé en Afrique du Sud, j'ai eu des frissons. Et dans ton corps. Ouais, je sais pas, tu vois. Et quand j'ai ressenti ça, ce jour-là, je me suis dit, putain, je suis chez moi, quoi. Je me suis sentie chez moi. Alors que je suis d'Afrique centrale. Mon mari est d'Afrique de l'Ouest. Donc, on n'a rien à voir ici. Et c'est fou parce que ce ressenti-là, j'ai exactement le même. C'est moi quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'avais ce sentiment au profond de moi que je me sentais à ma place en fait. Mon cœur, il est là où il doit être. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un tout, c'est les gens là. On ressort pas indemne. Vraiment, on ne ressort pas indemne de l'Afrique du Sud, ça c'est clair et net. Et voilà, donc du coup excuse-moi, Non, mais donc, c'est du coup, vraiment tu arrives ça, à Soweto et là t'as un déclic en fait, tout simplement. J'ai vraiment le coup de cœur pour Soweto, pour l'histoire me touche, mais au plus profond vraiment de mon âme. Et on continue la visite de Soweto, Vilakazi Street, Nelson Mandela. Enfin, on fait toute the Freedom, la place de. Je me rappelle plus du. The Freedom Square, the place of the dedication à Soweto. On fait toute la visite de Soweto, etc. Et là, je dis à NK, parce qu'après, du coup, moi, je discute aussi beaucoup avec NK. Mais tu fais quoi? Tu viens d'où? Ça fait combien de temps que tu es guide et tout et tout? Et en même temps, il me raconte que ça fait pas longtemps, en fait, il vient de commencer. Il a commencé en 2016, qu'il vient d'ouvrir une association. Il m'explique qu'en fait, c'était le directeur du centre pour les jeunes de Little Rose. Et je lui dis, ah bon, Little Rose, j'aimerais découvrir. Donc, il nous amène là-bas. Et là, je rencontre Mama Ouma, mais... d'autres rencontres qui te bouleversent. Vraiment, le coup de cœur. C'est une femme juste formidable. Ma mère, elle est là depuis 3 semaines. Je l'ai amenée à Soweto et quand je l'ai fait rencontrer, je me suis mise à pleurer.
En fait, c'est comme ma maman. En fait, c'est une femme qui a un cœur mais énorme, qui accueille tout le monde, qui considère tout le monde comme ses enfants. Et en fait, elle a créé, je crois que c'était en 98, en tout cas dans les années 98, un centre pour aider en fait les jeunes enfants après l'école pour qu'ils n'aillent pas dans la rue en fait, pour qu'ils aient un endroit où rester en sécurité et pour qu'ils puissent aussi faire leurs devoirs. Et de fil en aiguille, ben ils ont commencé à les aider, à leur donner aussi le goûter. Mais bon, le goûter ici on connaît, c'est le pape avec les haricots parce que voilà, parfois ils ont pas mangé à midi, etc. Les aider aux devoirs. Et NK faisait partie de ces enfants-là, de ces jeunes. Et NK alors après, je sais plus comment ça s'est passé, dans quel ordre, etc. Mais un jour, en fait, il y a en tout cas une femme belge qui est arrivée dans ce centre et qui a décidé du coup de les aider. Et NK a pu bénéficier d'un programme pour aller étudier ou faire un échange scolaire à l'étranger. Donc je sais qu'il est allé au Mexique, aux États-Unis et tout ça. Et en revenant, c'est là où il s'est dit moi aussi je veux aider en fait ma communauté. Et donc du coup, bah voilà, en 2016 en tout cas, il a quitté Little Rose et il a créé The Schalk, une association où pareil, il aide les jeunes enfants, etc. Little Rose, c'est vraiment, moi j'appelle ça un peu la maison mère parce que maintenant au niveau du centre, elle a eu des dons au niveau des conteneurs et donc elle en a fait des chambres, des dortoirs. Donc elle accueille aussi des enfants. À l'époque, moi quand j'y suis allée, on a fait une semaine où j'ai dormi là-bas, ils étaient 20. Aujourd'hui, ils sont une dizaine. Et NK, lui, les enfants ne dorment pas, mais ils viennent après l'école, on les aide, on donne le goûter, on fait des activités et tout ça. Et ça a vraiment, en fait, fait un déclic en moi. Et là, je me suis dit, je sais ce que je veux faire. Je veux organiser des voyages, mais pas n'importe lesquels. Je veux organiser des voyages qui vont impacter les gens et qui vont faire que la communauté, en fait, puisse bénéficier de ce tourisme. Pas faire un tourisme où je vais m'enrichir, je vais gagner de l'argent. Et d'ailleurs, voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, à Soweto, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent guides, des jeunes de Soweto qui vont montrer leur ville, leur quartier à des touristes, parce que en fait, une fois, j'ai eu la chance aussi de faire des visites avec un jeune qui s'appelle Sipo Africa Travel, je crois que ça s'appelle. Et il me racontait qu'en fait avant les opérateurs de tourisme ramenaient des bus remplis de touristes blancs et qui regardaient un peu comme dans un zoo les habitants de Soweto et qui passaient, qui descendaient pas. Et puis voilà. Et en fait, justement, il y a eu cette volonté de la communauté de se réapproprier leur histoire et de raconter leur histoire comme elle l'est vraiment, parce que c'est eux qui l'ont vécu, ils viennent de là. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, ton ami Nke, Sipo et tous ces jeunes là qui organisent des visites, mais vraiment on marche dans les rues de Soweto, on va dans les bars, enfin on consomme local, enfin c'est éthique quoi. Enfin mais carrément, mais ce que tu dis c'est très récent. Oui voilà. Parce que moi quand j'étais dans l'entreprise que je ne vais pas citer, c'est ce qu'ils faisaient. Tu vois, jusqu'à ce que peut-être que tu avais besoin du coup t'avais peut-être besoin d'aller dans cette agence là pour te rendre compte en fait que non en fait c'est pas ça et ça fait partie de ton parcours et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas faire comme type de tourisme. Et je pense que tu as raison parce que il y a pas de hasard. Moi j'aime dire Dieu sait pourquoi il fait les choses et je pense qu'il fallait aussi que je vienne peut-être dans un pays qui fonctionne bien pour voir justement les différents codes. Et c'est vrai que cette entreprise-là, elle fonctionne super bien. C'est l'une des plus grosses boîtes d'Afrique du Sud, pour le coup. Mais c'est pas mon éthique. Voilà, c'est pas mon éthique. Et du coup, en 2016, c'est encore ce qu'ils faisaient, ramener les bus et tout ça. Et donc moi, quand j'ai créé ma première agence, donc Real Eye Solidarity, en janvier 2017. Donc le but, c'était vraiment de combiner en fait l'immersion solidaire avec les sites un peu plus incontournables, un peu plus touristiques, mais en les faisant encore une fois d'une autre manière. Et du coup, donc forcément, je proposais à Little Rose, à NK, qu'on vienne dans leurs associations, qu'on passe une journée ou deux, etc. Et ensuite, ça a été repris par l'agence là. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit quoi?
Je me dis, mais il faisait pas ça avant, tu vois. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'essentiel, c'est que finalement, ils viennent. Et que ça revienne à la communauté. Exactement. Il y a peut-être des personnes qui, même si ce sont des bus, il y aura toujours des personnes qui le font, qui viennent avec de bonnes intentions et le bon cœur. Et donc, du coup, il y aura des répercussions positives. Et finalement, regarde, t'as ouvert la route. Et donc, du coup, maintenant, les grosses agences de voyage te suivent parce qu'en fait, tu vas dans le bon sens. Je sais pas si, en tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, c'est devenu comme une trend, une tendance, alors qu'avant, c'était pas du tout ce qu'ils faisaient, quoi. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant parce que dans l'industrie du tourisme, c'est un vrai métier. On s'invente pas opérateur du tourisme. Et il y a beaucoup de challenges. Et malgré ça, même si ils veulent sortir un peu, se différencier, essayer de faire éthique et tout, mais comme on dit, c'est quoi, chasse le naturel, il revient au galop. C'est ça, oui. Parce que leur production, elle est comme elle est, en fait, ça va pas changer. Tu fais des cars de 40, 60 personnes, tu fais toujours la même chose, etc. Enfin, nous, c'est pas du tout le type de tourisme que je fais. Et donc, du coup, suite à tout ça, donc tu as créé alors, Team To Travel, est-ce que ça découle de ça? Ouais. Bah, en fait, Realize Solidarity, c'était le début. C'était uniquement l'Afrique du Sud parce que finalement, après tout ça, j'ai dit à mon mari qui était resté en France, rappelez-vous. Oui, c'est vrai. Lui, il a pas vécu tous ces chamboulements là. Il était tranquille en France. Du coup, ton mari travaille, c'est ça, il a. Ouais. C'est ça qui reste. Ouais, c'est ça. Il a toujours travaillé, beaucoup travaillé. C'est un vrai bosseur. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais chérie, viens voir un peu parce que c'est vrai qu'on avait le projet de la Côte d'Ivoire, mais ce pays, il est top et je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Et du coup, il est venu, en décembre, début décembre, pour finir les 2 mois qui nous restaient là. Et il a été choqué. Lui qui ne voyait que par la Côte d'Ivoire, il a dit c'est ça, j'allais te voir l'Afrique ici. Mais les gens, ils parlent trop pour dire n'importe quoi. En fait, les gens, ils connaissent pas. Et en fait, ça me faisait plaisir d'entendre parler parce qu'il est très, il est très chauvin. Son pays, la Côte d'Ivoire. Hein? Ça, je suis on est fiers. Voilà. On est fiers. Donc, en plus, lui, il est d'origine BT. Pour ceux qui connaissent les Ivoiriens, là, donc. Mais ouais, là, franchement, il s'est pris une claque. Ouais, il s'est vraiment. Okay. Ouais, non, il s'est pris une claque. Il s'est dit ah ouais, quand même. Et ensuite, il a rencontré aussi les personnes que j'ai rencontrées, MK, Mama Ouma, etc. Et puis voilà, les amis. Donc forcément, après, il a eu la bonne vibe aussi du pays. Les gens étaient avenants, bienveillants. Il a beaucoup aimé et il a dit bah ouais, ok. On peut commencer par là, quoi. Let's go. Donc, du coup, fin janvier, on rentre. Et du coup, il fallait s'organiser quand même parce qu'à la base, on était juste venu pour le stage, s'inspirer. Et puis là, les projets ont changé, donc je crée l'entreprise quand même avant de partir, etc. Ça aussi, c'était un rocambolesque. Administrativement et tout ça, c'était compliqué. En fait, créer l'entreprise, ça a été hyper simple. C'est juste que je ne la créais pas toute seule et que mon partenaire de l'époque, en plus, c'était quelqu'un que je connaissais, que ma famille connaissait, etc. On n'était pas sur la même longueur d'onde, on va dire, donc ça a été compliqué. Ça s'est pas bien passé. En fait, ça s'est pas bien passé de se séparer. En gros, il a même pas voulu me donner genre sa pièce d'identité, tu sais, pour qu'on arrête la collaboration, quoi, tu vois. Donc du coup, même l'entreprise elle est restée ouverte et tout. Non, c'était même pas Real Eyes Solidarity à la base, c'était Real Eyes parce que je voulais vraiment faire en fait le vrai regard, tu vois, quelque chose comme ça. Et après, je me suis dit mais comment je vais faire, etc. Je pleurais tellement je savais pas comment faire. Et du coup, c'est lui qui avait créé l'entreprise aux États-Unis. Lui était basé aux États-Unis. Et en fait, c'est un financier. C'est un expert comptable de métier, etc. Donc je me suis dit ça c'est parfait parce que moi je suis pas les chiffres, c'est pas mon domaine. Vous étiez complémentaires. Voilà, exactement. Et puis c'est un grand, tu vois. Pour moi, comme on dit chez moi, grand frère, on dit yaya. Pour moi, c'est un yaya, tu vois. Et donc je me disais, et puis il m'avait encouragé quand même à monter le business et tout. Oui. Et donc je m'étais dit ça va être un bon support. Arrivé là, du coup en janvier on rentre, l'entreprise est créée, etc. Du coup moi je reste là, je commence à travailler un peu sur le site internet. Je me dis il faut que je reparte en fait dans le pays, il faut que je visite quoi. Mais comment on va faire? Et là toute ma famille, mon mari, mes sœurs, ma mère qui dit mais laisse les enfants, va toute seule en fait, va toute seule. Tu veux créer un business, tes enfants ils seront pas toujours collés à toi. Et moi ça allait être la première fois en fait que j'allais laisser mes enfants. Pour autant de temps, tu vois, même une semaine, même 2 semaines, c'est trop. Quand ils étaient chez ma mère. Donc, imagine.
Et donc là, bah, avec l'impulsion de tout le monde, j'ai quand même tout organisé. Hein. Chaque semaine, chaque week-end, ils allaient chez ma sœur. Le week-end d'après, chez ma meilleure amie et tout. Oui. Et du coup, je suis partie toute seule avec une amie avec qui j'avais fait le bachelor à Aix-en-Provence. On est parties toutes les deux. Et on s'est fait un road trip dans les 9 provinces de l'Afrique du Sud. Et le but, en fait, c'était de me faire connaître, d'avoir des partenaires, sûr, de visiter les hôtels, voilà, c'est tout faire, quoi. Enfin, tu sais, de te dire, allez, j'y vais, enfin, encore une fois. On y va, quoi. T'as une force en toi en plus, avec des enfants, une famille à gérer, enfin, c'est impressionnant. Franchement, je trouve ça impressionnant. Enfin, parce que c'est pas comme si t'étais toute seule, tu vois. Ouais. Ça implique beaucoup de choses. Oui. Ouais. Pour la petite anecdote, quand j'étais au Cap, parce que quand je suis partie, je me rappelle, je crois que c'était les vacances d'avril. Ouais. Donc je suis partie le samedi, je les ai déposées chez ma sœur. Les vacances, je me suis dit comme ça au début, ils vont pas sentir en fait mon absence. Donc les 2 premières semaines, c'était chez ma sœur. Et quand ils reprennent l'école, donc on était au Cap. Et là, l'école m'appelle, je sais plus si c'était mon mari ou l'école qui m'appelle, oui, on peut pas récupérer les enfants parce que de papier. Je dis, oh, c'est pas possible. Vous allez pas m'appeler tous les jours pour des trucs comme ça, quand même. Donc, même là où je suis à des milliers de kilomètres, faut gérer les trucs. Et je dis à mon mari, oui, mais moi, c'est toi qui gères ça d'habitude. Je dis, oh là là, c'est pas possible. Wow. Mais bon. Mais ça montre aussi à quel point t'y crois. À ton projet, enfin, à ton envie de... Ah ouais, non mais... à ton idée, en fait. T'y crois et... J'y crois à fond. Ouais, à fond. Ça. Je suis déter. Oui. Et avec le sourire aussi, tu vois. Parce que j'imagine que t'as dû traverser... Ah oui, c'est clair, mais t'as toujours le sourire, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Une belle force de caractère. Donc du coup, tu repars. Ouais. Donc là, tu visites toutes les provinces. C'est ça. On fait les contrats. D'accord, oui, d'accord. Et du coup, c'est en avril. Pareil, parce qu'avec ce fameux Yaya, je lui avais dit, bah tiens, je pars en Afrique. Parce que même lui, il me disait, oui, mais il faut que tu vois sur le terrain, parce que ouvrir l'entreprise, administrativement, c'est simple, mais il faut mettre les contrats en place, il faut y aller, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, il me disait, bah voilà, faut bosser, faut aller sur place, faut y aller et tout. Lui, il pouvait pas y aller. Je disais, ok, bah moi, je vais y aller. Mais du coup, comment on fait? Parce qu'après, il faut aussi ouvrir un compte bancaire, etc. Donc, c'est lui qui devait s'occuper de cette partie, voir quelle est la meilleure banque et tout et tout. Mais on n'était pas dans la même longueur d'onde en fait parce que lui en gros moi j'avais pas de travail. Donc moi il fallait donc, du coup financièrement je dépendais de mon mari. Oui, d'accord. Je dépendais de mon mari quoi. Et c'était dur. J'imagine. C'était dur quoi. J'avais mes économies mais en femme indépendante que je suis je suis pas là à demander chérie, tu veux me faire des courses. Et ce qui est beau aussi c'est que il te fait confiance. Enfin tu pars à l'inconnu dans un projet qui t'es pas sûr que ça fonctionne et il te dit allez vas-y. Ouais. Je suis là, financièrement. Je gère les enfants. Enfin, c'est beau. Enfin, je veux dire, je trouve que t'es très bien entouré. T'es extrêmement bien entouré. T'as un socle qui fait même, tu vois, ta famille, ta sœur qui s'occupe de ton enfant. Enfin, heureusement que tu as ça. C'est beau. Enfin. Et c'est marrant que tu dis ça parce que franchement, des fois, j'en doute. Ah ouais? Ouais. Non, je te jure que tu te rends pas compte. En fait, je me rends pas compte. Ouais. Parce que, ils comprennent pas toujours à 100% en fait, mais c'est normal, ils sont pas à ma place. Mais là, quand tu le dis, t'entendre le dire, et puis par rapport à ce que je dis, en fait, je me dis mais en fait quoi, ils sont toujours là, même s'ils comprennent pas, ils me disent vas-y fonce, on est derrière toi en fait. Et oui, c'est clair que mon mari, il est là, vas-y en fait, je suis là quoi, en fait. Ouais. T'inquiète, on est là. Non mais c'est une chance. Ouais, non ça c'est vrai. Ouais. Non c'est beau, c'est bien. Ouais, non c'est vrai. Alors du coup du coup en avril après en fait lui comme il avait il était en plus entrepreneur donc lui il a son cabinet d'expertise comptable. D'accord. Et c'était je pense la clôture, je sais pas quoi, donc il était busy donc il avait pas mon temps en fait. Ouais. Et moi j'étais là mais je suis en Afrique du Sud, faut que je prenne rendez-vous, faut que nanana. Mais il avait pas mon temps, j'étais là mais attends, si on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait, faut qu'on arrête quoi, tu vois. Non, ça va pas le faire. Et en fait, ça, il l'a mal pris. Tu vois, genre, toi, t'es une petite, tu te prends un peu de haut, tu me parles. Et j'ai dit, oh là 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 là, si c'est comme ça. Genre, il y avait un rapport un peu hiérarchique, quoi. Ouais. Mais c'est plus, enfin, c'est pas forcément hiérarchique, mais c'est le fait que là, j'ai senti que la relation, elle allait trop faire comme genre, t'es pas hiérarchique dans le sens mon patron, mais dans le sens genre t'es mon grand frère ou un grand tonton et tu veux me rabaisser. Moi, je suis la petite, j'y connais rien.
Non, ça va pas le faire. Et du coup, je lui dis, bah, si c'est pas Ouais. content, on arrête là. Et puis, en fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et bon, bref, après, on a arrêté là, mais ça a été très compliqué. Et ouais, j'en ai pleuré. Et heureusement que j'étais pas seule. J'étais avec mon amie à cette Ouais. époque-là, et qui m'a beaucoup rassurée en me disant, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et c'est elle, en fait, qui m'a donné le don de mettre mes Reel, parce que je n'osais pas. Je disais non, les gens ils vont penser que je suis trop. Je me mets trop en avant, en fait. Et elle me Ça, dit, c'est mais la pas du mentalité tout. française, là. On a toujours on est humble, on veut pas trop en faire. Allez, là! C'est bon? Ouais. Vas-y. Et elle me disait, non, les yeux de Reel, là, c'est Ouais. ça on veut voir, en fait. Donc, tu mets Reel. Et c'est comme ça qu'en fait, après, j'ai C'est appelé toi. l'entreprise Real Eye Solidarity. Et ensuite, ça s'est très, très bien passé. Enfin, c'était difficile, mais, comme je disais à Lariska, mine de rien, administrativement, c'est vrai que l'entreprise, elle a été créée en janvier 2017. Mais après, on voit pas tout le cheminement qu'il faut faire, aller chercher des contrats, faire ceci, faire cela. Donc, la première année, j'ai rien fait, en fait. Et quand tu parles de chercher des contrats, c'est-à-dire quand tu vas organiser des voyages, avec qui tu vas collaborer, Voilà, c'est ça, les hôtels, c'est les ça, hein. excursions, les Ok, voitures, d'accord. tout le monde les Ok, guide et tout ouais, ça. c'est ça. Donc, dans toute l'Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait pas que Johannesburg, en Ouais, fait. bien sûr, bien sûr. Donc, Et c'était... du coup, quand le fait de pas être sud-africaine ou de pas forcément avoir un visa de travail, comment ça se passe pour mettre en place tout ça? Parce que administrativement, juridiquement, ça peut être en fait, ce que j'avais fait, c'est que quand j'étais partie en stage, du coup, j'avais eu un visa volontaire pour faire un stage dans l'entreprise, etc., jusqu'à une certaine date. Tout était bien calibré, hein. Ouais. Par contre, quand j'ai créé l'entreprise, du coup, on m'a dit qu'il fallait un business permit. Ok. Oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apply. Ouais, t'as postulé, voilà, t'as candidaté. voilà. Ouais. Et bon, en fait, j'ai rempli les documents. On me disait, voilà, il faut ça. Puis on m'a donné mon visa. Ok. Et tout le monde était étonné. Ah bon, mais c'est super dur. J'ai dit, mais je sais pas, moi, j'ai donné ce que j'avais. Je me rappelle, moi, j'avais ma petite plaquette, tu sais, de Real Life Solidarity. En plus, c'est toujours la même que j'utilise. Et j'avais glissé dans mon dossier. Et voilà, quoi, c'est passé, quoi. Comme quoi, tu vois, parce que je sais à quel point c'est dur de tenir un visa de travail. Enfin, c'est très compliqué l'administration sud-africaine. Donc le fait que ça ait fonctionné aussi rapidement, c'est peut-être un signe de l'univers, tu vois. Je sais pas, mais c'est peut-être ok, tu es sur la bonne voie. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je me dis la même chose. Ouais. Mais sur le coup, je savais pas que c'était difficile. Oui. Ok, oui. Parce que j'avais pas eu de problème pour les visas de mes enfants, mon visa volontaire. Donc, pour moi, en gros, voilà, tu donnes ce qu'on te demande et puis c'est tout, quoi. Bien sûr, ouais. Et après, le fait donc ça m'a pas posé de problème d'un point de vue administratif, juridique, parce que j'avais le visa. Et puis au niveau de la collaboration, bon, je pense que les gens étaient toujours intéressés de travailler avec une agence qui voulait impacter le tourisme, impacter l'industrie, impacter les gens, etc. Je venais vraiment avec mon discours de je veux développer le tourisme solidaire, voilà, je veux intégrer les gens et tout. Donc les gens étaient vraiment hyper ouverts. Donc franchement, ça c'était le top. Et après, quand je suis revenue en France, du coup fin juin, voilà, je commençais à travailler sur le site et tout. Et c'est en fin d'année que j'ai fait mon premier salon. Okay. À Colmar, un salon qui s'appelle le CITV. Ouais, c'est le salon du tourisme, mais c'est le CITV, Salon international du tourisme et des voyages, je crois. Et en fait, ils ont une section spéciale qui s'appelle Solidarissimo. Et c'est dans cette section-là que moi j'ai été, où c'est un salon en fait qui est dédié au tourisme solidaire. D'accord. Okay. Et donc t'as que des acteurs du tourisme pas que du tourisme, mais de du monde du solidaire en fait, parce que t'as des gens qui vendent aussi de l'artisanat, des choses comme ça. Ok. Et en fait c'est parti de là. Salon à Colmar. Ensuite, en janvier, j'ai fait mon salon à Lille. Et c'est là que j'ai fait ma première vente. Waouh, génial. Et après, février, ouais. Et alors, du coup, ton agence s'appelle Timonto Travel maintenant. T'as changé de nom, c'est ça? En fait, j'ai pas changé de nom. Mais c'est que tout fonctionnait très bien jusqu'au Covid. Oui. Mais j'étais que sur l'Afrique du Sud. Ok. Et du coup, après, il y a eu le Covid. Ouais. Et pendant le Covid, je savais pas quoi faire.
Ouais. Donc, Ouais, tu m'étonnes. Encore. encore, ouais. Ah ouais. Les frontières étaient fermées Ouais. jusqu'en septembre. Ouais. Et même au national, on pouvait pas changer de province. Donc, c'est-à-dire que même au national, je pouvais pas proposer aux gens de faire des safaris, faire des choses un petit peu plus originales, aller vers Magaliesburg et tout. Northwest, tu peux pas aller dans une autre province. Dans Gauteng, bon, les gens, ils ont pas besoin de moi pour aller à Fort West, quoi. Ouais. Et donc vraiment c'était la galère et je voulais faire des petits tours tu vois un peu en digital et tout, mais même là tu te dis mais comment tu vas faire, les sites ils sont fermés donc c'est compliqué. Et là mon mari me dit mais pourquoi tu fais pas tout ce que tu avais voulu depuis le début, en fait, développe le tourisme dans d'autres destinations. Et là je repense à ce que me disaient les anciens clients, que oui on aime bien ce qu'on a fait en Afrique du Sud, si vous le faites dans d'autres pays africains on pourrait être intéressé. Je me dis c'est pas bête ce que tu dis, en fait, c'est vrai, c'est peut-être le moment. Et de là, je commence à travailler, etc. Mais après, en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, en fait, je travaillais vraiment que en ce qu'on appelle le B2C, donc avec les clients directement. Mais je faisais partie d'un réseau d'agences réceptives qui travaillaient avec des agences de voyage en Europe. Et je me disais, mais si je dis que je fais toute l'Afrique, ils vont me voir comme une concurrente. Donc, et là, je veux m'exposer vraiment. Je veux avoir un autre positionnement, aller encore plus loin dans ce que je voulais. Avant, je faisais que le tourisme solidaire parce que j'étais pas trop, comment on dit, involve. En fait, j'étais pas trop impliquée et je ne savais pas trop comment fonctionnait le tourisme responsable de manière globale. Mais tout ce que je savais, c'est que c'était le côté solidaire qui m'intéressait et c'est pour ça que j'étais partie dans cette voie. Et quand tu parles, pour bien définir, quand tu parles de tourisme solidaire, c'est-à-dire un tourisme qui revient à la communauté. À la communauté, c'est ça. Et c'était vraiment ça que je faisais. Okay. C'était vraiment que ça. Okay. C'était combiner l'immersion locale chez l'habitant ou dans les associations, dans les NGO, dans les villages, etc. Mais c'était vraiment la communauté avec les voyageurs. Et là, je voulais aller encore plus loin en me disant, mais il n'y a pas que le côté solidaire, il y a aussi le côté responsable par rapport à l'environnement, par rapport à mes employés, le fait de participer au niveau économique. En fait, toutes ces notions économiques, environnementales, je les avais pas avant, j'y faisais pas attention. Mais à force de travailler justement au niveau solidaire, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres points aussi, que finalement, c'est bien d'aider, mais il faut aussi savoir rendre les gens autonomes. Sûr, donc, et pour ça, tu as besoin d'argent, en fait. Et c'est là que le côté économique, il arrive. Quand tu vois parfois qu'à Soweto, tous les déchets, ils sont par terre, etc., et qu'on te dit que t'as pas en fait, t'as pas t'as un camion qui passe et tout, mais t'as pas de véritable réseau, qui va faire que la ville va vraiment rester propre, etc. Et là, tu te dis, il faut intervenir d'un niveau environnemental. Et c'est là où je me dis, non, en fait, il faut que je pousse. Je vais augmenter ce côté responsable et je vais partir sur toute l'Afrique. Allez, soyons fous. Et voyons grand. Voyons grand, c'est ça. Voyons grand. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est Ubuntu, quoi. Et après, je me suis dit, Ubuntu Travel. On va créer vraiment une autre agence, Ubuntu Travel. Et là, je regarde sur Internet. C'est déjà pris. Ah mince. Et Ubuntu qui signifie c'est la philosophie. En fait, c'est vraiment le fait c'est ça. La philosophie. Alors je sais pas si c'est Zulu ou Xhosa. Xhosa. Mais c'est vrai que c'est Nelson Mandela qui l'utilisait beaucoup, mais même Desmond Tutu. C'est vraiment le fait d'être qui on est à travers les autres. Je suis parce que tu es. Et c'est vraiment une philosophie dans la globalité. Et du coup, quand j'ai vu que que ce mot Ubuntu Travel était déjà pris, je me suis dit mais en fait c'est pas grave. Mais cette philosophie en fait elle incarne ce que moi j'ai envie de proposer comme type de voyage. Et ensuite j'ai commencé à me dire mais attends, bon parce que moi je parle un peu ma langue, mon ethnie, et du coup j'étais là mais Timuntu, Kimuntu. En fait je cherchais un mot qui venait en tête. Et ensuite, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais ça veut dire quoi, ça, Timuntu? Parce que, en fait, quelqu'un chez nous, c'est Timuntu ou Kimuntu. Après, ça dépend si tu parles Lari, si tu parles Lingala, etc. Et après, elle me disait, oui, ça veut dire quelqu'un, le savoir-être, le savoir-faire. Et c'est ce que je disais à ma mère récemment. Je disais, en fait, j'ai demandé à toi, j'ai demandé à mon beau-frère, j'ai demandé à un autre monsieur qu'elle me disait, oui, demande, parce que lui, il est un peu plus, linguistique et tout ça. Et ils m'ont tous donné des versions différentes. Mais mais qu'en gros, qui réunissaient, en fait, ces notions d'humanité. Et c'est là où je me suis dit, OK, Kimuntu. Et quand je disais Kimuntu, ça me faisait aussi penser forcément au royaume de Kemet, l'Afrique. Et quand j'ai regardé Kimuntu sur Internet, c'était pris. Ah non.
Et c'était pas pris dans le monde du voyage, mais quand j'ai regardé, c'était vraiment très bizarre, ça m'a fait penser à une secte, etc. Et je me suis dit non, oublions. Et je me suis dit ok, partons sur Timuntu, parce que Timuntu finalement c'est chez moi, et Larry, et Timuntu Travel, Takore, allons-y, soyons fous. Et c'est comme ça en fait que j'ai appelé l'agence Timuntu Travel. Ok, génial. Du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec ton agence? Aujourd'hui, c'est taf. C'est difficile. C'est difficile parce que le Covid est passé par là, et ça a remis beaucoup de choses en question, au niveau de mon équipe, à moi personnellement, au niveau de la consommation, les modes de consommation ont complètement changé. Le digital s'est amplifié. Les digital nomades se sont amplifiés sur Internet. On a eu beaucoup de personnes, en fait, qui travaillaient en freelance, ou qui travaillaient tout simplement, mais du coup, qui se sont expatriés juste le temps du Covid et qui ont voyagé et qui ont profité de ces voyages pour montrer que, c'est possible de voyager, de travailler en voyageant et donc de donner des tips, etc. Donc, en fait, c'est pas, ils vont pas voyager. En fait, la première mission de ça, c'était pas forcément de voyager parce qu'ils venaient pour travailler et puis profiter un peu de l'environnement, mais ils en ont, en fait, c'était pour eux une autre opportunité, finalement, de donner des tips, etc. Et quand ils ont vu que ça marchait, de plus en plus de personnes ont fait ça, en fait. Ok, moi, je travaille, aujourd'hui, je vais à Londres, alors je vais vous raconter les 5 trucs à voir à Londres, les 5 hôtels, moi, je suis restée là dans Airbnb, etc. Et donc, du coup, ça a beaucoup changé la manière de consommer des gens. Les gens se sont dit, OK, je peux moi-même réserver, gérer mon voyage. Je peux juste prendre mon vol, aller sur Booking ou Airbnb. C'est vrai que maintenant, on fait de moins en moins appel à des agences de voyage. Ça, c'est vrai. Je crois que moi, personnellement, qui ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai jamais fait appel à une agence de voyage, je pense. Donc, t'as raison. Hein. C'est vrai que j'avais pas percuté que... Et mais il y en a beaucoup, mais moi-même, moi-même, c'est juste je bénéficiais de mes services. Enfin, bien sûr. Quand je travaillais dans le tourisme, je bénéficiais des boîtes dans lesquelles j'étais. En fait, maintenant, c'est comment se démarquer et montrer que ton service est. En fait, si tu veux, il y a, c'est vrai que je me pose cette question-là, mais je me la pose même pas parce qu'elle est évidente. Parce que je connais mes concurrents, c'est ça en fait. Aussi. L'avantage que j'ai, et ça je me le dis fortement, c'est que j'ai un background touristique. Après, je pense que je suis une force de la nature parce que comme tu dis, il faut avoir les reins solides en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Clairement, il faut être motivé. Bien sûr qu'on pleure, on pleure. Des fois on rigole, on a la joie. Des fois on gagne, des fois on perd, c'est comme ça. Mais il faut être prêt en fait à avoir ce schéma où c'est vraiment les montagnes russes quoi. Bien sûr, Mais il faut travailler, il faut être carré, il faut connaître ses concurrents, faut savoir qui fait quoi, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font de bien aussi, parce que tu peux pas dénigrer tout le monde. Moi, je suis contente de voir que on a des sistas comme Grandeur Noire, Safi Angela, Avena Africa, qui Prince et Jack qui nous font des choses de malades, des contenus de malades sur les réseaux pour promouvoir en fait l'Afrique. Et l'idée c'est de collaborer tous ensemble aussi. En fait, c'est de collaborer. Je pense que en fait, on collabore pas forcément ensemble. En tout cas, pour l'instant. Aussi. Mais voilà. En fait, c'est juste se soutenir. Et la force. Et exactement. C'est ça, en fait. C'est se donner la force. Parce que ce qu'ils font, c'est bien pour eux, forcément. Mais c'est bien aussi pour nous, parce que forcément. Et puis pour la visée, la mise. Exactement. Et là, en fait, je pense que la vision, la vision, elle est là, quoi. La vision qu'on a, elle nous dépasse. C'est ça. Et c'est de vraiment montrer la beauté, la richesse de l'Afrique et contrecarrer tous ces clichés, stéréotypes qu'on nous a vendus depuis qu'on est né, depuis des siècles et des siècles, en fait. Donc, c'est vraiment changer la narrative par rapport à l'Afrique, par rapport à notre continent. Et forcément, en fait, il faut de tout. T'as des gens qui sont doués pour faire du contenu incroyable comme des influenceurs. T'as des gens qui sont doués pour aller nous chercher notre véritable histoire comme Afrique Résurrection, Grandeur Noire et des gens comme ça qui sont vraiment au fait par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé au niveau du continent. Et t'as des gens qui ont des missions comme toi, où tu veux montrer finalement certaines personnes par rapport à leur parcours, etc. Et des personnes qui ont des agences de voyage où on veut vraiment reconnecter les Afro-descendants à l'Afrique parce que, comme j'aime à dire, en fait, c'est quand tu reviens à la source que tu sais vraiment d'où tu viens
et tu sais après comment réagir, qui tu es et Ça. où aller en fait. Et tu es mieux armé aussi pour affronter la vie en fait. Et on dit pas à tout le monde de venir s'expatrier en Afrique, de revenir Bien au sûr. pays. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que le voyage, l'introspection de soi, c'est hyper important. Et si tu as l'opportunité de voyager à la source Bien sûr. pour te reconnecter vraiment à l'Afrique, pour moi c'est vraiment une aubaine. Et pour du coup pour revenir à toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te reconnecter à l'Afrique? Est-ce que toi dans ton parcours justement tu t'es senti peut-être un peu éloigné de chez toi? Qu'est-ce qui fait que tout ce que tu fais aujourd'hui, d'où ça vient en fait? Ah mais complètement. Moi je suis née, j'ai grandi en France, Oui. voilà, mes parents ils ont divorcé très tôt. Donc c'est ma maman qui nous a élevés, une force de la nature aussi, multipliée par 4, Ouais. même multipliée par 10 000. Elle a toujours beaucoup travaillé et je sais pas en fait, elle nous a élevés un peu à l'africaine mais sans l'Afrique. Donc du coup, Il y avait ce manque un peu de moi je connaissais pas. On va te dire oui, les dots, on va parler des dots. En fait, on va te dire des petites choses traditionnelles, mais on t'explique pas le fond, on t'explique pas pourquoi il faut faire les choses. On va pas t'expliquer pourquoi quand il y a un deuil, il faut raser la tête. Des petites choses comme ça qu'on fait, en tout cas qu'on faisait dans ma famille, que mes tantes, mes oncles faisaient, mais sans forcément qu'on en comprenne la signification. C'est latent, c'est là, mais tu sais pas. Tu sais quoi. tu connais pas l'origine de tout ça en fait. Et donc j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Moi, l'Afrique, c'était pas mon dada. Hein. Quand on parlait du Congo, mais il y a les Mami Wata là-bas, qu'est-ce que j'allais faire? Pardon, c'était vraiment, il y a les sorciers. Quand tu vas là-bas, on va toujours te demander l'argent. Donc, en fait, j'avais même peur. Franchement, j'avais peur de l'Afrique. Donc, en plus, une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petite, parce qu'on est parti quand même au Congo, hein, quand on était petite, avec ma sœur, on nous a envoyé au Congo pendant des mois, et tu vois, je l'ai su que étant grande. Qu'on nous avait envoyé au Congo étant petite pendant des mois. Moi, je pensais que j'avais juste fait un voyage comme ça. Mais en fait, non. Sur le long terme. Ouais, on était restés longtemps. Toutes les deux, seules chez ma grand-mère. C'est pour ça, en fait, que maintenant, je comprends bien le lari. Parce que je suis toujours demandé, mais pourquoi? Parce que ma mère nous a jamais vraiment parlé lari. C'était juste pour les insultes ou des trucs comme ça. Là, on te parle dans la langue. Mais sinon, on nous parlait pas dans la langue. Mais on a toujours, ma sœur et moi, compris, en fait, le lari. Et en fait, c'est pour ça. Et en fait, quand moi j'étais jeune, on m'avait dit oui, au Congo, tu as un pont comme ça. Quand tu traverses le pont, il y a pas de, tu sais, les barrières. Là. Ok. Donc si tu tombes, oui, c'est la mamie Wata qui va t'attraper. Hey! Oh, t'as traumatisé avec ça. À vie, j'ai été traumatisée. Même encore aujourd'hui, j'ai des séquelles, hein. Parce que j'ai retransmis cette peur à mes enfants en leur disant oui, forcément, je leur ai raconté ce qu'on me disait, en fait. Même eux, ils ont peur, hein. La Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Quand on leur demande, vous êtes d'où? Côte d'Ivoire. Et le Congo, ah non, nous on n'est pas Congo. Mais moi je suis congolais, donc tu es aussi à moitié congolais. Non, moi je suis ivoirienne. Hein. Ok. Oh. Mais tu vois, même ça les a. Non, là-bas il y a les mamies Wata. Tu vois, ça les a traumatisés aussi. Et c'est vraiment en fait quand j'ai rencontré mon mari, qui lui, voilà, c'est un BT, un Ivoirien, il a grandi au pays, il est né là-bas, donc vraiment à l'africaine quoi. Et c'est quand on a fait ce fameux voyage en Côte d'Ivoire que je me suis pris une claque. Parce que autant, en fait, à son contact, j'ai compris beaucoup plus de choses par rapport à l'Afrique. J'ai appris, en fait, beaucoup de choses par rapport à l'Afrique. Et du coup, mon mindset n'était plus le même. Avant, moi, c'était l'Europe, c'était l'Espagne. Voilà. Enfin, je parlais très, très bien espagnol. Je voulais aller vivre en Espagne. J'ai failli vivre, même d'ailleurs. C'est fou. Moi aussi, j'ai eu une passion pour l'espagnol. J'ai vécu là-bas aussi. C'est fou. Ouais. On a plein de points en commun. Ouais. Et après, c'est fini. Moi, depuis là, c'est fini. Moi, c'est l'Afrique. Ouais, non, mais c'est ça. Et non, mais tu sais, justement, j'ai fait un article là-dessus. Donc pour ceux qui souhaitent aller voir, j'écris des articles de blog des fois sur le site. Non, mais c'est sur le site. Ouais. Mais pour expliquer d'où me venait justement cette envie de créer Team to Travel. Et en fait, j'étais vraiment, je parlais espagnol. Je me rappelle, mon prof en BTS me disait, tu écris comme une journaliste. Et je disais, j'ai eu 20 à l'écrit à mon BTS. Hein. Ok. Félicitations. Tu vois? Bravo. Donc, quand je te dis quand même que je parlais bien, je parlais bien. Et je parlais aussi portugais.
Et en fait, je me disais, mais en fait, on n'était pas si loin que ça. Parce que quand tu vas en Amérique latine, quand C'est tu que vas c'est au fou ce que tu racontes, Brésil, mais quand tu vas en Amérique, c'est fou ce que tu racontes. Excuse-moi, je te coupe, mais moi, en fait, ma conscience de l'histoire de l'Afrique, du colonialisme, elle m'est venue quand j'ai étudié l'histoire de l'Amérique latine en licence d'espagnol. Et j'étais aussi en section euro-espagnol au lycée. C'est à travers l'Espagne et l'histoire de la colonisation de l'Amérique latine que je me suis dit, mais attends, en Afrique, là, c'est la même chose. Et c'est comme ça que je me suis intéressée après à l'Afrique. C'est à travers l'Espagne, en fait. C'est fou. ouais. C'est fou. Mais c'est lié Ouais. parce que les Brésiliens, Bien sûr. pour la plupart, voilà, il y en a plein qui viennent Bah oui, d'Haïti, bien sûr. du Bénin, enfin voilà, d'Afrique. Et t'as énormément de communautés noires. Mais je pense que tu l'as vu parce que t'étais au Brésil. Non, je suis pas allée au Brésil. J'étais où, C'était t'étais pas moi. Je suis partie au Mexique il y a 2 ans, mais pas au Brésil. Ah, c'était pas au Brésil. Non. Bon, au Mexique, il y a des noirs. Hein. Oui, il y en a, mais j'en ai pas beaucoup vu. Mais tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que tu as des communautés noires qui sont marginalisées. Et ça, c'est je l'ai ça, appris oui. récemment. Je sais qu'au Nicaragua aussi, en Colombie En aussi. Colombie. Ouais. Mais non, mais ils sont nombreux. Ouais. Même en Iran, même en Irak, en Jordanie. Non, mais en fait, là, je fais genre, je sais parce que je l'ai appris la semaine dernière. Non, avec une collègue, une partenaire américaine, Ouais. Kéa, qui est spécialisée dans ça, en fait. D'accord. Elle recherche les communautés noires marginalisées dans le monde. Et donc, du coup, on a créé un partenariat ensemble. Mais Génial, ok. et là, en fait, quand elle me parlait, j'étais là, mais j'avais l'impression d'être bête, en fait. Je buvais ses paroles. J'étais là, mais il y a des Noirs en Irak, en Iran. Il y a des Noirs. Elle me dit, oui, tel comme... J'étais là, mais attends, mais c'est fou. Et en fait, et c'est là où et en fait, elle veut montrer que l'Africain, le Noir, est là depuis bien longtemps par rapport à ce qu'on veut nous faire croire, en fait. Okay. Et pas qu'en Afrique. Elle veut montrer justement que depuis des siècles et des millénaires, en fait, ils étaient là bien avant et pas qu'en Afrique, en fait, partout dans le monde. Okay. Et je trouve ça puissant aussi, son programme, enfin bref. Ouais, c'est intéressant. Tout ça pour dire qu'en fait, moi, avant, c'était vraiment l'Espagne, c'était pas l'Afrique. Ouais. Mais quand j'ai rencontré mon mari et que, voilà, forcément, après, je me suis intégrée à sa famille et tout ça, j'ai vu, eux, ils sont fiers d'être ivoiriens. Il y a pas de, non, on est français. Non, c'est la nationalité, ok. Mais ils sont fiers d'être bêtés et tout. Et du coup, voilà, quand on est allé là-bas, je me suis pris une claque, ouais. Même dans ma famille, on me disait, fais attention, la sorcellerie, mange pas n'importe quoi, mange pas n'importe où et tout ça. Ça s'est super bien passé. Sa famille était adorable, les gens. Et puis les paysages, les plages, l'histoire du pays. Et j'étais là, oh. Mais en fait, c'est ça là qu'on nous montre la Côte d'Ivoire. On me dit qu'il faut faire attention, tu vois. C'est ça, la pauvreté, les machins. Et même au-delà de ça, enfin, moi, j'ai du mal avec ce discours, la pauvreté. En fait, pour moi, l'Europe, on a tellement plus à apprendre des Africains. Mais c'est clair. De l'Afrique. Que de l'Afrique. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça qu'ils viennent ici, il faut pas se leurrer, hein. Ouais. Et c'est ça que je dis toujours. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant d'expatriés blancs en Afrique? C'est pas pour rien. Et même ma sœur qui me disait, mais pourquoi tu crois que les blancs, ils font du ski nautique et tout, dans les plages de Pointe-Noire au Congo? Et j'étais là, ah oui, c'est vrai, en fait. Et nous, on a peur à cause des Manu Wata. Tu vois. C'est vrai. Non, mais vrai. Franchement. Et c'est là où tu te dis, mais des fois, c'est des choses qui nous font peur, des traumas, des traumatismes. Ouais. Mais tu sais pas d'où ça vient, quoi. Non, ça mais, donc, du coup, c'est ce voyage en Côte d'Ivoire avec ton mari. Avec mon mari et mes 2 filles. 2 filles qui t'as elles étaient petites. Elles avaient 1 an et demi et 5 ans. Et là, en fait, ça a été, une révélation pour moi. Parce que, je crois que c'était le premier pays africain que je visitais à part le Congo. Mais le Congo, j'en avais des vagues souvenirs, en fait. Et en fait, la bienveillance des gens, l'accueil des gens, la chaleur, le soleil, parce qu'on peut pas se leurrer, et l'histoire aussi du pays, et les traditions, les cultures. C'est des petits détails, tu vois, mais quand on te dit quand tu vas, bon ça ma mère elle m'a toujours dit, on m'a élevé comme ça, quand tu vas chez les gens t'arrives pas les mains vides, mais tu vois le fait que tu dois arriver avec un pagne pour la maman, c'est pas n'importe quel cadeau tu dois donner à la belle-mère, hein. Tu dois prendre des pagnes, tu dois prendre des sacs, et tout ça a une signification en fait. Et quand eux aussi ils te reçoivent avec un repas, etc. Ils ont pas mis n'importe quelle viande, n'importe quelle, tu vois, et tout ça a une signification. Et si on me l'avait pas expliqué, en fait, je serais restée encore dans l'ignorance. Et en fait, c'est beau, moi, je trouve, de savoir à quoi correspond, pourquoi on fait ces choses, parce que quand on fait ça, c'est pas pour rien. C'est pour justement t'accueillir dans la famille. C'est pour te dire bienvenue. Et
Et tout ça, tout prend sens parce que par exemple exactement, c'est même par exemple au niveau de ta culture congolaise, ta maman elle t'a dû te dire des choses mais tu savais pas pourquoi. c'est ça. Là maintenant ça prend sens. C'est ça. OK, d'accord. Je comprends pourquoi ça. il fallait faire ça. Je comprends pourquoi est-ce qu'il fallait se comporter de telle manière, ça, etc. Et en fait tout ça, ça a pris sens. Et c'est là où je me suis dit, je veux pas que mes enfants grandissent avec la même ignorance que moi, en fait. Je veux qu'ils soient fiers d'être noirs, je veux qu'ils soient fiers d'être africains, je veux qu'ils soient fiers d'être congolais ivoiriens, même s'ils disent tout le temps ivoirien. Quand ça les arrange, des fois, ils disent sud-africain aussi bientôt, vu que... Bah oui, vu que Limani, elle est née ici, donc elle est sudaf. Mais ouais, non, je voulais vraiment qu'ils soient fiers d'être qui ils sont. Et forcément, ça passe par être fiers de ses origines, fiers d'être ivoiriens, congolais, de leurs origines. Mais c'est bien d'être fier, mais il faut connaître aussi l'histoire. Et moi, je me suis dit, moi, je l'ai connu tard. Si j'avais pas connu mon mari, ben j'aurais peut-être pas connu en fait. Ou d'une autre façon, je pense quand même que ton chemin t'aurait mené à ça, mais d'une autre peut-être. Mais peut-être qu'il fallait que ce soit lui. Voilà, Dieu l'a mis là parce que il avait une mission et du coup je me suis dit non, il faut que mes enfants connaissent cette histoire en fait. Et après voilà, en fait je me suis dit en fait, je suis pas la seule. Et il y a pas que moi. Il y a mes neveux, il y a mes nièces et tout ça. Et eux, ils sont pas forcément ivoiriens. Donc, ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. C'est vraiment toute l'Afrique. Et c'est là où j'ai eu ce déclic de me dire non, en fait, il faut que je fasse la promotion, du tourisme, en Côte d'Ivoire, que je valorise ce pays, en fait. Et au-delà même du tourisme, de ce que j'entends, c'est que c'est aussi de permettre à la diaspora africaine d'Europe de se réapproprier leurs origines, leur histoire, parce qu'il y a leur culture. C'est vraiment comme moi je dis, c'est ça en fait. C'est pas juste voyager pour voyager. C'est ça. C'est te reconnecter en fait. Vraiment te reconnecter à la source. Te reconnecter parce que je sais que des fois je dis oui, c'est vraiment retourner à la source et tout. Et t'en as qui vont dire ouais, mais je sens pas le retour. En fait, c'est plus te reconnecter en fait. Et j'ai une cliente qui m'a dit il y a pas très longtemps elle est venue pour la première fois au Bénin et elle me disait en fait c'est comme si j'avais retrouvé ma famille. Oh, tu vois, c'est beau. Elle ça est ouais, non mais franchement quand t'as des retours comme ça ça te touche en fait parce que tu te dis ouais, j'ai atteint ma mission. Et que au-delà de ça, et en fait ce qui est beau c'est que ton agence, il y a pas un intérêt que économique en fait. Certes, il faut que tu gagnes de l'argent, c'est normal, mais au-delà de ça, tu aides des gens en fait. Enfin, c'est humain. Enfin, c'est de l'humain ce que tu fais. Exactement. Tu vois, et c'est trop beau. Enfin, c'est aujourd'hui là, je ne vis pas de tu en plus, tu vois. Donc et pour soutenez-moi si les gens ouais c'est ça, c'est ce qu'on disait l'entrepreneuriat. À un moment donné je vivais de Real Life Solidarity mais après ça. Voilà les choses et puis mais c'est ça qui fait que ça perdurera dans le temps ce que tu fais parce que peut-être que ça rapporte pas pour le moment et tout mais ce que tu fais c'est ancré, il y a un sens. C'est pas juste faire des voyages pour faire des voyages, il y a un vrai sens derrière. Donc ça prend le temps que ça doit prendre, c'est ça, mais ça perdurera, ça j'en suis sûre. Bah, je l'espère. Et non, je compte bien parce que je compte pas m'arrêter là. Mais je sais bien. Il y a tellement, et il y a tellement de projets, qui sont à la porte, là, qui attendent juste, de sortir. Mais il faut être patient. Donc, c'est ça. Faut être très patient parce que parfois on est impatient, on est là. Mais, non, il faut être très patient et, faut être bien entouré comme tu l'as dit tout à l'heure. Et tu l'es, donc c'est génial. Ouais. Donc, faut être vraiment bien entouré, aussi bien d'un point de vue perso que pro. Bien sûr. Ouais. Et c'est quoi la force? Qu'est-ce qui te donne cette force en toi? D'avancer et même voilà de surmonter tous les échecs et de dire c'est pas grave. En fait, ma famille. Ouais. Franchement, ma famille, mes enfants en premier forcément parce que bah oui. Voilà. Mais mes enfants. Après. Ma mère. Ouais. Parce que je pense qu'avant, j'ai toujours, mes enfants, mon mari et ma mère. Ouais. Jamais. Mais en fait, mes enfants, ma mère et mon mari, parce qu'en fait, je me rends compte que ma mère, elle est puissante, quoi. Et elle a un sacré caractère. Yo! De toute façon, les femmes fortes comme ça, elles ont toujours du caractère, mais je pense que t'as beaucoup pris de ta maman, je pense, parce que non, mais en fait, c'est une vraie commerçante. Ma mère, c'est une vraie businesswoman, et je crois que je l'avais oublié. Mais là, ce qu'elle est en train de me montrer en Afrique du Sud, là, c'est vrai. J'étais là, mais en fait, maman, c'est de toi que je te dis ça. Et elle-même, parce que moi, je suis pas très commerciale. Je suis très dans la relation et tout. Dans l'humain. Voilà. Contrairement à mon mari qui est beaucoup plus commercial et tout. Ouais.
Et c'est lui qui me ramène les clients et tout, hein. Mais moi, moi, je parle trop, je suis trop dans la relation. Oui, mes motivations. En fait, c'est, comme dirait mon mari, toi, c'est l'abbé Pierre, quoi. Si ça pouvait être une association et que je pouvais avoir les moyens, franchement, ça m'irait parce que finalement, c'est ça, en fait. Mon but, c'est de faire voyager les gens pour leur montrer vraiment la beauté de l'Afrique et tout. Et, mais bon, on est obligé d'en vivre, hein. Voilà, faut payer les factures et tout. Mais c'est ça, mon rock, comme en je te fait. disais, je pense que ce qui fait que ça va perdurer, c'est que certes, il y a la dimension économique et c'est normal, mais toi, t'es dans l'humain. Enfin, c'est l'humain avant tout. C'est hein. ça. Timuntu, hein. Voilà, exact. C'est ça. Tu vois. C'est vraiment l'humain avant tout. Et c'est ce que ma mère, elle fait, en fait. C'est ce que ma mère, elle fait. C'est comme ça qu'elle est. Et mon mari, parce que sans lui, rien ne serait possible, hein. Ouais. Et si tu avais un conseil, j'aime bien poser cette question, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine du tourisme, dans sa passion, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Alors, non, le premier conseil que je donnerais, c'est si tu veux vraiment, et de toute façon, je dirais, t'as rien à perdre en vérité. C'est ça. Si tu veux vraiment entreprendre, lance-toi le plus tôt possible. Ok. Ouais, n'aie pas peur. Oui. Moi, je dis même ça à mes enfants, hein, alors que mon fils, il a 11 ans. Mais pourquoi pas? Genre, il vendait des crêpes à l'école. Ah, mais c'est comme ça que ça commence. Je leur ai dit, vous n'avez rien à perdre. Surtout quand vous êtes jeune et que vous avez cette opportunité, si vous êtes encore chez papa, maman, allez-y, foncez. Vous n'avez rien à perdre. Vous payez pas le loyer, même si vous aidez un peu les parents, voilà, mais en fait, vous avez un filet de sécurité, donc allez-y. Et vous apprendrez sur le tas. Donc, moi, franchement, le premier conseil, parce que moi, j'ai mis de 2008 là, à 2017. Il est passé 9 ans. 10 ans, ouais, quasiment, ouais, 9 ans. Donc, voilà. Et c'est peut-être le temps, enfin, aussi, peut-être chacun son rythme aussi, des fois, c'est... Oui, je pense qu'après, peut-être que si je l'avais fait, je l'aurais fait directement en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y aurait eu la guerre et on aurait tout perdu. C'est ça, tu vois. Donc, des fois, ça n'aurait peut-être pas été... Ouais, c'est ça. Chaque chose en son temps. Et, mais vraiment... lancez-vous, n'ayez pas peur. Ça, c'est vraiment mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est soyez prêts. Ayez les reins solides parce que c'est dur, vraiment. En fait, faut être motivé, quoi. Faut te dire, ok, pourquoi je le fais et tu lâches rien. C'est ça. Tu lâches rien. Parce que moi, j'aime bien, des fois, je me répète. En fait, j'ai pas envie d'abandonner. Mais je me dis juste parfois, mais pourquoi ça marche pas comme je le voudrais, en fait? C'est pas, je me pose la question, non, je sais que j'ai pas envie d'abandonner. Mais. Des fois, ça peut être un peu démotivant. Voilà. Des fois, tu te démotives. C'est naturel, en fait. C'est humain. Mais je me rappelle de cette photo, là, qui passait sur WhatsApp ou les réseaux, je sais plus. Je sais pas si tu l'as vu. Où c'est un monsieur, en fait, qui a comment on appelle, une pioche. Et qui est en train de piocher comme il est dans une grotte et il pioche un rocher, voilà. Et genre il pioche et il est à la fin du truc. Et t'as une autre image, voilà. Et en fait, on voit genre les diamants ou les pierres ou gold, enfin l'or, je sais pas ce qui est derrière, qui est juste. C'est comme si en fait moi je m'arrête là et l'or est là en fait. Ok. Et dans la deuxième image, enfin c'est ça que tu vois en fait, et que tu te dis s'il avait pas abandonné, ben voilà, il était à ça. Et comme m'avait dit mon directeur commercial un jour, le plus difficile, c'est pas les 90% que tu fais, c'est les 10% restants à faire. C'est vrai, hein. Et en fait, je me rappelle toujours de ça en me disant, mais en fait, même des fois, c'est les gens qui me rappellent. Tu vois, toi, quand tu me dis, ouais, je me dis, mais moi, j'inspire les gens, mais je te rends pas compte. Non, mais je te rends pas compte. Maman, tu me dis, non, mais, et en fait, je prends maintenant, parce qu'avant, je me disais vraiment, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais maintenant, je prends parce que, en fait, ça me fait du bien et ça m'aide. Bien sûr. Parce que je me dis, mais attends, quand je regarde là où j'ai commencé et là où j'en suis aujourd'hui, en fait, j'ai fait un bond de 10 kilomètres. Des fois, il faut savoir regarder un peu en arrière et se dire, bon, ok, certes, t'es pas là où j'ai envie d'être, mais attends, le chemin que je viens de faire, il est quand même costaud, donc je peux te dire bravo, tu vois. Enfin, c'est ça. Faut savoir être gentil avec soi. Faut apprécier ce qu'on, faut reconnaître en fait ce qu'on a fait. Et c'est pas facile quand on est entrepreneur, donc vraiment faut rien lâcher, ne lâchez rien. Et mon dernier conseil, on pourrait donner plein de conseils, mais ça serait d'être bien entouré. Oui.
l'entourage, il peut te faire réussir comme il peut te faire échouer. Parce que on peut te mettre une pression de malade, mais aussi bien perso que pro, hein. Ça peut être, tu fais des mauvais contrats, les mauvais fournisseurs. Enfin, moi, j'ai un mauvais partenaire qui m'a fait perdre de l'argent. Tu peux avoir des gens avec qui t'as jamais travaillé, mais parce que tu veux pas les recruter, ils vont te mettre un mauvais commentaire sur Google. Ouais, Mais j'ai eu ça, j'ai dit, mais, du coup, comment on sait qu'on est bien enfin, au-delà de la famille ou quoi que ce soit, mais quand avec des partenaires, comment tu sais que c'est la bonne personne? Bah, en fait, je pense que tu sais jamais vraiment parce que la relation, elle se termine pas, tu vois. Mais, moi, à un moment donné, je considère que j'ai trouvé le bon partenaire. Bah, déjà, c'est le feeling. Je pense que j'ai toujours marché au feeling depuis que j'ai dû mettre mes enfants chez la nounou là. Ouais, bah oui, voilà, parce que tu attends de voir quand le bébé pleure, c'est pas bon. Quand le bébé sourit et qu'il ouvre les bras, tu te dis il y a quelque chose, tu vois. Et c'est le feeling, la manière dont la personne parle, les valeurs de la personne. Mais c'est pas qu'une histoire de parler en fait, ce que la personne va te montrer, qu'est-ce qu'elle a fait et surtout l'impact en fait qu'elle a eu vis-à-vis des gens quand les gens. Enfin, moi, c'est vrai que c'est pour ça que je dis aujourd'hui je prends, mais avant je restais dans l'humilité et je me disais pour moi, enfin je sais pas, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est tout. Et c'est vraiment quand mes sœurs sont allées à Little Rose et qu'en fait on leur a dit non mais Ril, c'est vraiment une inspiration, c'est quelqu'un qui nous a, et c'est là en fait je me suis dit waouh, et que mes sœurs elles m'ont dit tu fais ça et tout, et c'est là où en fait tu te rends compte de l'impact. Je me suis rendu compte de l'impact voilà que j'avais en fait sur la communauté. Et bah tu vois, le nom de ce podcast c'est Micro Impact, donc c'est super que tu sois dans ce podcast en fait, tu vois. Tu impactes les gens. L'impact, je pense que ça doit être l'une de nos missions, en fait. Parce que c'est bien de créer une entreprise, mais le but, c'est d'impacter. En fait, on fait quelque chose pour impacter les gens. Donc, franchement, c'est important. Il faut être bien entouré, le réseau, la famille. Ça, c'est vraiment, la base, quoi. Ok. Ouais. Et, pour finir, quels sont, tes projets pour la suite? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Il y a plein de projets, hein. Il y a plein de projets à venir. Dans 5 ans, t'es la fille. Je me vois déjà plus travailler chez Team to Travel parce que j'aurai une équipe en béton. Non, mais dans 5 ans, je vois vraiment Team to Travel positionné comme l'agence de référence, quoi. Parce que parce que au-delà du voyage, tu peux te dire ouais, mais il y a d'autres agences Blackone qui arrivent là et qui proposent aussi aux apprenants. Mais c'est pas la même chose. C'est pas juste des vibes, aller danser, voir. Non, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment la reconnexion et voilà, toutes les choses qui vont avec, y a pas son deux, en fait. Ouais. Et c'est ça qui va faire. Il n'y a pas des comme toi, des agents. Ouais. Donc, franchement, et aujourd'hui, j'assume de le dire parce que quand les voyageurs viennent, ils le savent, quoi. Et je suis contente qu'ils confirment aussi que, ouais, franchement, on a bien fait de faire appel à Team to Travel. Et les retours des voyageurs en général, c'est toujours positif, j'imagine. Ouais. Franchement, c'est ça qui te donne encore plus de force. C'est ça en fait, ça motive. Et même une fois, lors d'un groupe, il y avait une personne qui se sentait pas bien, etc. Elle était vraiment paniquée et franchement, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai loupé et tout. Et en fait non, j'ai compris que j'avais faussé quelque part parce qu'elle s'attendait à avoir un grand groupe alors qu'en fait c'était un petit groupe. D'accord. Donc j'ai remis ça en question parce que je me suis dit ok, ça il va falloir que je communique autrement prochainement parce que ça c'est un fait. C'est moi qui est pas bien fait à ce niveau-là. Mais pour le reste, parce que ça allait loin dans son comportement où elle était pas bien en fait. Elle était en souffrance la dame. Hein. Mais du coup ça nous a mis en souffrance. Oui. Parce que moi j'étais pas bien parce que je me disais mais comment faire pour qu'elle soit bien en fait. Et j'ai voulu arrêter à ce moment-là, en fait. Je me suis dit, non, mais je vais arrêter les voyages en groupe. Et si une voyageuse pendant ce groupe-là ne m'avait pas dit, Meryl, t'es malade, faut pas arrêter, en fait. C'est pas à cause de ça que tu dois arrêter. Nous, on est là, tu vois. Et si tu fais pas ça, on n'aurait pas visité l'Afrique du Sud, quoi. Mais non, faut pas arrêter à cause de ça, en fait. Nous, on a besoin de toi, on a besoin de... Et peut-être même que cette dame-là qui a pas forcément bien vécu le voyage, ça a peut-être réveillé des choses en elle. Enfin, peut-être que... Ah oui, non, mais elle a été traumatisée. Après, je me permettrais pas de raconter son histoire, mais elle avait vécu un traumatisme. D'accord. Et donc, elle est traumatisée. Okay. Elle est traumatisée. Donc non, qui se manifestait, ça s'est jamais arrêté, en fait. D'accord, ok. Mais,
et malgré ça, elle m'a recontacté. Oui, si vous faites. Mais tu vois, j'ai pris mes 10 ans. Je me suis dit, ah non, pardon, je veux pas revivre Mais ça. au moment aussi de vivre des choses comme ça te permet aussi de revoir comment tu peux faire tes voyages. Ah oui, Ça, enfin, tu vois, carrément. ça te Au permet niveau de la t'améliorer relation aussi, tu client, vois. complètement. Tu vois, donc, Et là, je suis vraiment ouverte. Et au contraire, j'aime ça parce que il y a pas on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et moi, j'aime vraiment toujours apprendre, m'améliorer. Parce que, ouais, je vise l'excellence, en fait. Je vise la perfection. Même si je sais que, voilà, personne n'est parfait. Voilà, moi, j'aimerais que quand les gens viennent, voilà, en fait, c'est ça. Je veux que les gens se souviennent de Timonto Travel, qu'ils me recommandent, etc. Mais pas juste de dire, ouais, on est passé par une agence, là, on sait plus c'était laquelle. Non, oui, Non. ouais. Attends, on a fait un voyage, genre les mots, Que ce soit ils trouvent plus les inoubliable, mots, quoi. tu vois. Ouais. Et c'est ça que je veux, en fait. Je veux que quand les gens reviennent, c'est ça, en fait, qu'ils se soient reconnectés ils soient connectés à Timonto Travel, en fait. Donc ouais, il y a pas son deux. Et c'est ça qui me donne envie de continuer. Parce que sinon, je me serais dit, des fois, je me dis, bon, vas-y, je vois des agences, là, elles avancent trop vite. Moi, je suis là, dans mes petits réseaux sociaux, je suis toute seule et tout, machin. Non, mais je vais arrêter. Oui, des fois. Et après, quand je vois, je me dis, mais non, en fait, je suis allée trop loin. Et ils proposent pas ça, meuf. Continue, en fait. Prends le temps que ça doit prendre, mais tu sais comment, enfin. Voilà, je sais ce que je veux proposer. Exactement. Et que ce que je propose, en fait, intéresse mes voyageurs. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas besoin de se reconnecter. Il y en a qui n'ont pas envie, hein. Bien sûr. Donc, c'est pas pour tout le monde. Et, mais il faut que je continue parce que voilà, il y a personne qui propose ça aujourd'hui, en fait. Mais en tout cas, je te souhaite, que Timonto Travel, ait la reconnaissance qu'il doit avoir. On espère. Non, on va tout faire pour. Pas, vraiment, je n'en doute pas. On va tout faire pour. Et tous ceux qui écoutent, vraiment, je vous invite à aller regarder tout ce qui est tes réseaux sociaux. Oui, c'est Timonto Travel sur les réseaux sociaux, timontotravel.com pour le site internet, et on est sur Insta, YouTube. Et puis souvent tu fais des lives les dimanches. Oui, tous les dimanches je fais des lives à 18h. Tu parles d'expériences, de voyages, peut-être d'anciens voyageurs. Exactement, on a des témoignages d'anciens voyageurs. C'est un peu un média, hein, ton agence aussi, c'est une forme de, tu vois, mais en communauté fait, où... Tu sais, quand t'es entrepreneur, des fois, t'as envie de tout faire. Oui. Et à un moment donné, c'est ça, hein, je disais à mon mari, mais toi, parce qu'on était en Afrique, je dis, toi, t'aimes le foot, t'aimes les habits. Tu sais, tu peux faire, une chaîne YouTube, et puis tu interviews les gens, parce que en Afrique du Sud, le foot, c'est bien, mais c'est pas aussi médiatisé qu'un Paris-l'OM, tu vois. C'est vrai. Le foot en France, c'est autre chose. Je disais à ma fille, toi, t'aimes la mode et tout, mais fais un truc. Et tu vois, en fait, j'adore le business. En fait, entreprendre, c'est vraiment ce que j'aime. Et après, voilà, ce que j'aime, c'est aussi les voyages, c'est l'Afrique, et c'est surtout se donner l'opportunité, en fait, de transmettre notre histoire. Mais avant de la transmettre, on doit la connaître. Et il faut passer par là. Et donc moi, en fait, je me suis tout simplement servi de mon background, les voyages, organiser des voyages pour justement donner l'opportunité aux gens de se reconnecter pour pouvoir transmettre ensuite leur histoire. Et c'est génial. Je trouve que c'est les mots parfaits pour terminer ce podcast. Merci beaucoup, Ril, d'avoir accepté d'être sur cet épisode. Et puis, je te souhaite bonne continuation pour la suite. De toute façon, on est connectés. On est toujours connectés, de toute façon. Et puis, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que les mots de Ril auront résonné en vous, qu'ils laisseront des traces, des petits impacts dans votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi impactant. Je m'appelle Anne Oblat et c'était Micro Impact.